Eh bien bonjour à tout le monde, bienvenue cher Karil pour une nouvelle vidéo sur Malia Lands of Legend. Nous abordons en fait la deuxième partie des vidéos sur les règles du jeu afin de vous permettre de mieux appréhender les choses. Si la lecture des règles est un peu trop compliquée ou difficilement assimilable, eh bien voilà, vous aurez ce support vidéo pour vous aider. En tout cas, j'espère que ce sera le cas. Donc dans cette deuxième vidéo, on va aborder la partie en fait tout ce qui est exploration, donc avec l'utilisation des maps tactiques, avec les figurines. Donc on va voir évidemment tout ce qu'il faut pour ce type pour ce matériel, enfin quel matériel il faut pardon pour ce type de mode. Et puis on va voir du coup les déplacements, les lignes de vue. Et après, on va enchaîner sur les spécificités du mode infiltration et du mode combat pour terminer cette vidéo. Donc voilà, on a un beau menu devant nous. Et avant de commencer, j'ai une petite rectification par rapport à la vidéo précédente. Donc voilà, un commentaire qui a été remonté qui a mis en lumière une erreur. Donc ça correspond à la création de personnages. Sur une des options, en fait, une fois qu'on a choisi notre arme et qu'on a choisi notre compétence de départ, on a un choix supplémentaire pour s'équiper. Donc on peut prendre soit une arme en plus, soit un objet en plus en prenant 2 pièces d'or, soit des ressources de plantes. Et dans ce cas-là, on récupère 3 pièces d'or. Eh bien, je m'étais trompé dans le sens où dans le choix des armes, j'avais précisé que c'était parmi les armes de base, ce qui n'avait en fait pas vraiment de sens, puisque les armes de base, on en choisit déjà une au début. Donc reprendre une deuxième arme de base, ça semblait pas très intéressant en effet, et c'est pas un choix d'ailleurs que j'ai fait sur ma simulation de création de personnage. Donc en fait, on choisit parmi les armes non pas de base, mais les armes ordinaires, on va dire, hein, celles parmi lesquelles on a ajouté normalement 2 cartes avec une couronne dessus. Donc on a un panel là d'armes un peu plus intéressantes parmi lesquelles piocher, et ce qui justifie du coup ce choix potentiellement. Alors on gagne pas d'or, c'est parce qu'on peut avoir une arme assez costaud supplémentaire, quoi. Donc voilà, je voulais revenir là-dessus parce que c'était assez important. Et donc merci à l'abonné qui m'a fait remonter cette petite erreur. Bon, si vous en trouvez d'autres par la suite, n'hésitez pas d'ailleurs à les rajouter dans les commentaires. On fera des petites corrections par la suite. Donc, pour le moment, on va s'atteler à notre phase d'exploration. Voilà, c'est-à-dire une fois qu'on est arrivé dans un endroit, une fois qu'on est arrivé dans un donjon, on va nous demander de prendre le livret d'exploration et de placer tout ça. Donc on va voir ça de plus près. Alors nous voilà sur la map tactique. On va composer en fait différentes maps en fonction de ce livre-là, qui est le livret d'exploration. On va régulièrement nous inviter à nous rendre pour aller constituer donc des cartes. Alors vous pouvez trouver tout type aussi d'exploration, mais bon, on va dire que ça c'est le mode principal. Certaines fois on aura des défis à réaliser où on jouera directement sur ce livre-là, et on aura un mode de jeu un petit peu particulier. On pourra revenir dessus éventuellement par la suite. Là on va déjà voir vraiment le mode principal, qui est celui avec les figurines et les tuiles. Donc en fonction du numéro, on va se retrouver sur ce type de map. Ils vont nous demander de prendre des tuiles, et puis après d'installer ça et de mettre des points d'intérêt ou des zones de spawn pour faire venir les ennemis. Voilà, donc en fonction de ça, on va constituer notre map. Bon, là je prends vraiment une map au hasard, c'est vraiment pour représenter ce dont on a besoin. Ces jetons-là vont servir de points d'intérêt. Donc voilà, le scénario nous demandera d'en placer un là par exemple, et puis je sais pas moi, un par ici. Pourquoi pas, voilà. Sinon on aura besoin de ces petits jetons-là, peut-être. Alors ça c'est plus pour le mode infiltration, parce que ce sont des jetons bruit et des jetons cadavres. Donc ça pour l'instant on les met un peu de côté. Voilà, et puis sinon, voilà, en fonction des zones de spawn, on nous demandera d'aller installer les ennemis dans tel ou tel endroit.
Donc voilà, ça c'est ça pour déterminer les zones de spawn. Donc on a des jetons de différentes couleurs. Voilà, des jaunes, des verts, etc. Bon, peu importe, hein, pour l'instant on en met comme ça, mais bon, c'est vraiment indicatif. Ça, hop, on n'en a pas besoin. Et puis sinon, on va avoir des jetons d'entrée ou de sortie. Voilà, ils vont dire par exemple les héros vont rentrer par là, je ne sais pas, et puis là il y a une sortie par là. Voilà, hop, j'en mets une ici, peu importe. Et puis on va avoir aussi normalement un endroit où les héros vont arriver. Ça va être le lieu voilà, d'apparition des héros. Voilà, et une fois qu'on a placé tous ces jetons donc en fonction du scénario, bien après voilà, on placera sans doute les ennemis. Alors pour placer des ennemis, on va se retrouver avec un petit schéma. On va vous expliquer tout de suite comment ça fonctionne. Hop, le temps que je prenne la page. Hop, voilà. Donc là, voilà, on va suivre l'exemple, par exemple ici. Donc, dans l'aventure, on nous précisera qu'est-ce qu'il faut faire dans cette salle. Voilà, on aura référence évidemment à la salle en question. Voilà, on nous demandera par exemple de nous rendre au numéro 1 du livret d'exploration. Et après, on dira, bah voilà, vous aurez besoin du monstre numéro 1, du monstre numéro 2, du monstre numéro 5. Voilà, tous les héros sont impliqués. Et puis là, en fonction du nombre de héros, on va placer un certain nombre d'ennemis sur les différentes spawns nécessaires. Donc là, par exemple, dans celui-là, il y a besoin du bleu et du vert principalement au début, en tout cas pour 2 joueurs. Voilà, pour 2 joueurs, on aura un numéro 1 et un numéro 2, un numéro 5 ici, et puis si on est 3 joueurs, eh bien on fait ça et on rajoute ça. Et si on est 4 joueurs, on fait ça, et on rajoute ça et ça. Et 5 joueurs, au final, on fait tout ce qui est là, quoi. Voilà, il y a tout à installer. Donc plus il y a de joueurs, plus il y a de créatures, évidemment, plus il y a d'ennemis. Donc voilà, ça c'est pour, on va dire, l'installation de la map. Et donc on les place sur les différents jetons de spawn. Voilà, on en met un là par exemple, et puis je sais pas, il y en avait un ici, et puis là il veut demander d'en mettre un deuxième. Alors comme on peut pas le mettre sur la même, on le met sur une case adjacente. Voilà, on le met sur une case adjacente. Voilà. Et puis il y a un endroit où voilà, les héros vont arriver. Toc, pouf. Donc pareil, on met le héros sur sa tuile, sur sa case, et on met un héros à côté. Évidemment, on doit respecter les règles de base du plateau qu'on va regarder tout de suite. Non, je dis ça, c'est pour placer les héros. Hein, par exemple, si j'avais un gros mur là, évidemment, je ne pourrais pas mettre mon héros de l'autre côté du mur. Il faut qu'il reste à côté du héros sur une case valide. Voilà. Alors, il y a 2 types on va dire de contraintes sur une map. Voilà. Il y a ces zones-là avec des traits, enfin des pointillés jaunes, voilà, et les cases avec des traits rouges. Les obstacles avec les traits jaunes en pointillés, ce sont ce qu'on appelle des obstacles gênants, et les rouges, c'est des obstacles bloquants. Alors, c'est pas très compliqué, il y a 2-3 petites subtilités à choper. On va regarder ça un peu dans le détail. Déjà pour les déplacements. Alors, on va imaginer qu'on n'a pas d'ennemis, on est tranquille sur notre map. Personne ne va nous embêter. Voilà. Alors, un personnage va se déplacer d'un certain nombre de cases. Alors, on a le droit à un déplacement gratuit, hein, qui est défini sur notre fiche de personnage. Le Sulk, par exemple, a 3 points de mouvement gratuits. Voilà. Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre dans le tour, pas forcément dès le début, c'est au choix du héros, on va pouvoir déclencher notre déplacement gratuit et ainsi pouvoir faire 3 points de déplacement, 3 cases de déplacement, sans avoir besoin d'user de points d'énergie. Je peux donc, si je veux, commencer par utiliser des points d'action pour avancer d'une case.
On voit que pour un point d'action, on peut augmenter notre vitesse de 1 ou augmenter notre initiative de 1. Hein. Donc je peux très bien faire un déplacement, parce que ça m'intéresse, puis déclencher mon mouvement gratuit, ainsi faire 3 cases, et puis par la suite j'ai encore besoin de bouger, hop, je rebouge d'un cran. Alors généralement ça va plutôt servir dans ce sens-là. Je fais un mouvement comme ça, puis après je sais pas, je fais une attaque qui va me coûter 3 points par exemple, puis je fais mon mouvement gratuit, et puis je sais pas pourquoi, hop, je refais un mouvement derrière. Ça va dépendre un peu de l'utilité sur la map. La seule chose à savoir, c'est que ces mouvements gratuits, à partir du moment où qu'on commence à les utiliser, si on ne va pas jusqu'au bout des 3 points pour lui par exemple, et bien le reste, le reliquat, sera donc perdu. Voilà, déjà première chose au niveau des mouvements de base. Donc allons voir ce que ça donne sur la map. Donc j'ai 3 points de mouvement, je peux donc me déplacer de 3 cases. Alors je peux le faire droit comme ça, mais je peux aussi, si je veux, aller en diagonale, c'est possible. Voilà, on peut faire un mouvement sur le côté, octogonal ou diagonal. Ça n'a pas d'importance. Voilà. Donc, si je fais mon mouvement, je décide d'utiliser mon mouvement de 3 d'abord. Je fais donc par exemple 1, 2, 3. Voilà. Et puis, par exemple, je fais une action. On va dire plutôt ça, regardez. On va commencer par là. On va faire. Alors, je ne vais pas passer par cette case-là parce qu'elle est spéciale. Je vais faire. Alors, disons qu'on est là. On va faire 1, 2. Voilà. Ça, c'est mouvement gratuit. J'arrive ici, donc automatiquement, je dois gérer le point d'intérêt. Dès que je suis dessus, c'est obligatoire. Je n'ai pas le droit d'échapper à cette condition. Là, j'ai fait que 2 avec mouvement gratuit. Si je veux me redéplacer, le dernier point là est gâché. Hein. Donc, je vais être obligé de réutiliser des points pour me déplacer. Voilà. Bon, c'est principalement vrai pour si on fait une action qui va dépenser des points, des points d'action justement quoi. Voilà, donc les mouvements, ça se fait orthogonalement ou de manière diagonale. Après interviennent les différentes zones spéciales. Les bloquants. Alors les bloquants, évidemment, ça veut dire que je ne peux pas la traverser. Je ne peux pas y aller. C'est comme un mur, je ne peux pas rentrer dedans. Ça me bloque. Je ne peux pas me déplacer dessus. Les obstacles gênants, dès que je franchis une ligne pointillée jaune, eh bien ça me coûte 1 point de plus. Donc si je monte là, par exemple, on imagine que c'est une sorte de caisse ou de table, je monte dessus, ça va me coûter 1 et 1, 2 points. Mais si je veux redescendre, ça va me coûter encore 2 points. Voilà. Dès que je franchis cette ligne-là, ça me coûte. Voilà pour les mouvements. Après, on n'est pas gêné si on fait les diagonales, comme ça. On peut aller en diagonale le long des coins, ça n'est pas gênant. Et de la même manière, je peux aussi aller en diagonale ici. Je ne suis pas gêné par l'obstacle. Voilà, hop. Par contre, je ne peux absolument pas le traverser. Certains scénarios aussi nous parleront d'autres types de cases. Ce sont les failles et les cases, les zones d'eau, les cases d'eau. Voilà. Alors, parfois, le scénario indiquera sur le livret donc de ce livret-là, le livret d'exploration. C'est comme ça qu'il s'appelle. Ouais, le livret d'exploration, celui-là. Là. Parfois, il nous indiquera que certaines cases sont des failles. Donc, par exemple, ici, il va nous dire, attention, ce sont des failles. Les failles, ça veut dire qu'on ne peut pas aller, a priori, enfin en tout cas, si on va dessus, à un monstre qui va dessus, par exemple, qu'on pousse sur ce genre de case-là, qui serait une case faille, il meurt directement. Et si le héros est poussé, lui, il perd tous ses points de vie. Hein, il perd tous ses points de vie et on est obligé de le remettre sur une case adjacente. Voilà. En revanche, il est possible de sauter par-dessus ces zones-là, si on a la possibilité. Donc là, par exemple, sur ce scénario-là, il n'y aurait pas de tuiles de l'autre côté, on ne peut pas y aller, il faut qu'on ait une case valide de l'autre côté, quoi. Mais si je prends un autre type de zone, hein, pour l'exemple aussi, hein, hop, on est toujours pour l'instant sur nos déplacements de base, hein, je suis ici. Si, je ne sais pas, le scénario nous dit que ces zones-là sont des failles, qu'on ne peut pas y aller, ce n'est pas des zones d'eau, hein, eh bien, si on veut aller de l'autre côté, c'est possible, mais ça va nous coûter 2 points pour aller ici, 2 points pour aller là, et encore un dernier point pour sauter.
Donc ça va nous coûter quand même 2, 4, 5. Mais si on a les mouvements adéquats, si on paye ce qu'il faut, on peut potentiellement sauter par-dessus une faille et arriver de l'autre côté, c'est pas un problème. Voilà. Par contre, il faut pas, on n'a pas le droit de s'arrêter dessus volontairement, hein. C'est un endroit dit mortel, dangereux, c'est une faille, quoi. Voilà. Alors généralement, ça va être voilà, des zones d'eau avec des courants ou un puits ou une faille vraiment, enfin un trou dans le sol. Voilà. Mais on a la possibilité quand même de sauter par-dessus si on le souhaite. Après, si ce sont des cases d'eau, voilà, des cases d'eau tout simplement, eh bien on peut aller dessus, hein, puisque si elles ne sont pas des failles. Et dans ce cas-là, ça coûte un point d'action supplémentaire pour passer d'une case à l'autre, enfin déjà pour rentrer sur une case d'eau, puis après pour aller sur une autre case d'eau, ça va coûter encore un de plus, donc ça fera 2, 4, 6, 8, et par contre pour sortir, c'est bon, ça fait plus que 9. Donc c'est rentrer sur une case d'eau et aller dans une nouvelle case d'eau, ça coûte à chaque fois un point de plus pour se déplacer. Voilà, donc on récapitule, on peut se déplacer de manière orthogonale et diagonale, ça il n'y a pas de souci. On peut rentrer sur des zones dites gênantes, mais ça nous coûte plus cher. Il faut imaginer que c'est un peu comme des gravats, là c'est le cas ici. Donc là ça va me coûter 2 pour arriver ici. Voilà. Et après, dès que je refranchis une ligne, c'est à nouveau 2 ici, quoi. Voilà. Je ne peux pas franchir le ligne rouge, impossible. Par contre, je peux les longer en diagonale, comme je peux longer en diagonale aussi les zones dites gênantes. Si une zone gênante est longue, par exemple, là je reviens sur cette tuile-là, avec une grande table comme ça, hein, je suis ici, ou là par exemple, je monte en diagonale ici, j'ai le droit, hein. Par contre je franchis, je franchis ce pointillé, donc ça me coûte 1 point de plus, 2. Par contre une fois que je suis là-haut, là ça me coûtera que 1 point pour me déplacer, hein. C'est simplement quand on franchit les pointillés, donc là ça me fait 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Dès que je franchis, c'est 1 de plus. Puis, autre chose aussi importante dans les déplacements, dans les règles de base de déplacement, voilà, j'ai un compagnon avec moi, voilà, on commence à avoir un peu d'interaction avec les autres. C'est un allié, je peux le traverser, évidemment je ne peux pas finir mon déplacement dessus, mais là si je fais 1, 2, je finis là, pas de problème. Chose que, bien entendu, vous vous en doutez, je ne peux pas faire avec un ennemi. Il m'est impossible de traverser un ennemi. Voilà, il ne m'autorise pas à le faire, donc je ne peux pas le faire. On peut traverser un allié, on ne peut pas traverser un ennemi. Alors, deux petits cas particuliers. Un héros peut avoir une compétence, peut-être même un ennemi, qui s'appelle le déplacement léger. Voilà, l'icône, c'est une sorte de pied avec des petites ailes. Eh bien, la personne qui a cette capacité-là ignore donc les obstacles gênants, les cases d'eau ou les failles. Il n'y a pas de coût supplémentaire pour les traverser. Voilà, donc j'ai par exemple ce fameux déplacement léger, je ferai 1, 2 au lieu de faire 1, 2, 3. Voilà, ça me coûte pas. Traverser les failles aussi, c'est 1 par case de faille. Évidemment, je peux toujours pas finir mon mouvement dessus, hein. Ça reste un endroit dangereux, mais je vole, je volette par-dessus la faille plus facilement. Donc ça, c'est le cas particulier du déplacement léger, qui est une capacité particulière. Et sinon, il y a aussi les cases d'ombre. Donc les cases d'ombre, elles sont aussi définies par le scénario. Donc ce sont des cases noires entourées d'un liseré noir. Ces cases-là, il n'y a pas de... Je les aborde à la fin de cette première discussion sur les déplacements. Elles n'ont pas d'impact sur le déplacement. On rentre dans une case d'ombre comme on rentre sur une case normale, évidemment, hein, c'est qu'une histoire de lumière. Donc pas d'influence là-dessus, évidemment. On va continuer maintenant sur les lignes de vue. Les lignes de vue, c'est un élément évidemment très important dans les jeux de ce type-là. Et là, pour le coup, il y a quelques petites subtilités qu'il faut retenir. Mais bon, une fois qu'on a chopé la logique, ça le fait. Alors, il faut déjà savoir si la cible, la personne qu'on vise par exemple, ou vers laquelle on veut se rendre, enfin, il faut savoir si on a une ligne de vue dessus, si elle est orthogonale ou sur un autre plan. C'est-à-dire si elle est sur la même colonne que nous, comme c'est le cas ici, ou la même ligne. Voilà, ici ou ici. Voilà, je place un autre ennemi là. Voilà. Donc, si on peut être en ligne droite, d'une certaine manière, on compte par le milieu de la case. Je prends le milieu à la case au milieu de la case. S'il n'y a pas d'obstacle,
eh bien, on est OK, j'ai une vue dessus. Hop, hop. Si je regarde par-dessus un obstacle gênant, hein, j'ai une ligne de vue aussi. J'ai une ligne de vue. Certes, elle va être sans doute gênée, elle va être embêtée par ça, mais au moins je vois la personne. En revanche, un obstacle bloquant bloque la ligne de vue. Là, je ne peux pas voir l'ennemi qui est là. Autre cas maintenant, un ennemi qui se trouve sur une autre ligne, pas sur la même ligne que moi. Dans ces cas-là, si elle n'est pas sur la colonne, même, pas la même colonne, la même ligne, eh bien, on va compter de coin de case à coin de case. Voilà. Donc là, on regarde cette ligne-là qui va de ce point-là à ce point-là. Si ça ne touche pas un obstacle, si ça ne touche pas un obstacle, et bien dans ces cas-là, on a une ligne de vue. Donc, reprenons ici, je suis là, mon ennemi est là, caché derrière un poteau, là. Donc là, on n'est pas sur la même ligne, donc c'est pas de centre à centre, c'est de bord à bord. Donc on va de ce bord-là jusqu'à ce bord-là. Comme je frôle un mur rouge, eh bien je n'ai pas de ligne de vue dessus. Voilà. Il est caché derrière, ce qui est relativement logique. Voilà. On regarde toujours du coin le plus proche au coin le plus proche. Hein. Je ne peux pas prendre le coin qui est complètement à l'opposé ici. Voilà, donc là, c'est là où on regarde si ça va traverser ou frôler un obstacle bloquant. Voilà, pour bloquer la ligne de vue. L'autre impact, évidemment, c'est de savoir si ça passe à côté ou ça frôle un obstacle gênant. Donc si je suis là, lui, il a une ligne de vue sur moi parce que on va regarder de point de case à point de case, mais ça touche un coin gênant. Donc là, je vais être gêné. Lui, il va être gêné. Si par exemple il tire, il va être gêné. Donc il va donner un bonus de défense, d'esquive à son adversaire. Donc c'est un des noirs. Voilà. Alors si il y a plusieurs espaces gênants pour aller de l'un à l'autre, eh bien on n'aura quand même qu'un seul dé d'esquive en plus, hein, que vous donnez à votre cible. Ça ne change pas. Voilà. Il faut retenir que on va regarder si la personne est en face de nous de case à case, eh bien on regarde par le milieu de la case. Donc là, on peut être entouré par des espaces gênants, ce n'est pas un problème. La ligne, elle passe au milieu, elle ne touche pas ces cases-là. Voilà. Par contre, dès qu'il est décalé comme ça, eh ben là, je vais être gêné, ou lui va être gêné pour me tirer, puisque là, on va passer de cette ligne-là, de ce point-là à ce point-là. Donc on passe non plus par une milieu de case, mais par un bord, et donc par une ligne là. Et dès que ça frotte un obstacle, eh bien, la contrainte arrive. Évidemment, deux figurines au corps à corps n'ont pas ce problème. Il n'y a pas d'histoire de ligne de vue. Dès qu'on est au corps à corps, il n'y a pas de ligne de vue. Hein. Donc là, je suis ici, mon ennemi est là sur un coin. S'il me tire dessus, s'il m'attaque là, lui, il n'aura pas pour le coup, il ne m'accordera pas un bonus là de défense puisqu'on est au corps à corps. Là, cette fois-ci, il n'y a pas d'histoire de distance et de je touche ou je frôle un obstacle gênant, par exemple. Ça, il n'y a pas de ça. Non, monsieur. Donc, on repart sur un exemple concret, par exemple. Donc, cet ennemi-là, il est là. Si c'est à son tour de jouer, si éventuellement il s'est déjà déplacé et qu'il vise quelqu'un, ben là, comme il part de cette case-là et qu'il va viser de son coin à mon coin à moi, eh bien, il ne peut pas me toucher. Je ne suis pas dans la ligne de vue de cet ennemi-là. En revanche, je suis dans la ligne de vue des deux ennemis qui sont là, sans aucun problème. Mais les deux seront gênés parce que je suis le long d'un obstacle gênant. Donc, j'aurai en défense, s'il m'attaque à distance, un dé supplémentaire d'esquive. Voilà. Et lui, pareil, si je veux lui tirer dessus, eh bien, il est protégé d'une certaine manière. En tout cas, il est dissimulé derrière cet obstacle-là. Cet obstacle gênant et non pas bloquant. Voilà.
Je ne l'ai pas dit, mais ça me semble évident, mais disons-le quand même, évidemment, les murs sont aussi considérés comme des obstacles gênants, hein, donc, ou bloquants, je veux dire. Si là, un ennemi est là, pareil, je suis là, il ne peut pas me tirer dessus, puisque il y a un coin de mur, et donc il va être bloqué. Son tir va être bloqué, il n'a pas de ligne de vue, en fait, directement sur moi. Voilà, il ne me voit pas. Voilà. Alors, puisqu'on parle des lignes de vue, il faut aborder les lignes de vue en mode d'infiltration, où là, il y a des petits changements, évidemment, des petits changements qui vont intervenir. Donc, un obstacle gênant, en mode infiltration, un obstacle gênant, ça va devenir comme un obstacle bloquant pour ce qui est de la ligne de vue. Voilà, donc si y a un ennemi qui est là derrière un obstacle gênant, si mon personnage est là par exemple, là il n'y a pas de ligne de vue dessus, il ne se voit pas. En mode infiltration seulement, hein, seulement en mode infiltration. Voilà. On ne peut pas mettre de ligne dessus. Ce qui est le cas pourtant en mode combat, hein, mais en mode infiltration, ce n'est pas le cas. Et c'est exactement la même chose pour une case d'ombre. Hein, voilà, si mon héros est dans une case d'ombre, on ne peut pas le voir à distance. En revanche, dès qu'on est adjacent, cette histoire de distance et d'obscurité ne fonctionne plus. Donc un ennemi qui arrive adjacent à quelqu'un qui est dans une case d'ombre, eh bien, il va le voir. Il va le voir. Voilà. Alors que s'il est là, il ne le voit pas, puisqu'il est dans le noir, ils sont à distance. Voilà. C'est comme s'il était sur une case, caché dans une case d'obstacle, par exemple. Voilà. Donc, il y a la petite différence au niveau du mode infiltration, c'est que, eh bien, pour les lignes de vue, on ne peut pas tracer de ligne de vue qui toucherait ou qui frôlerait un obstacle gênant. Voilà. Et de la même manière, on ne peut pas faire une ligne de vue qui rentrerait dans une zone d'ombre. Comme si, il faut imaginer, hein, on va au niveau immersion, hein, d'une certaine manière, bah, le héros sont en discrétion, donc ils sont un peu à quatre pattes, et donc ils sont cachés, un peu plus cachés, quand ils passent au pied d'une table, par exemple, ou d'une chose comme ça, quoi. Alors qu'en mode combat, ils sont debout, et ils sont en train de se battre, donc voilà, on les voit évidemment bien, quoi. C'est un peu ça, enfin en tout cas pour moi, c'est comme ça que je me raconte les choses. Voilà. Le mode infiltration est un apport très intéressant au jeu qui permet de pouvoir rentrer dans les donjons le plus discrètement possible, essayer d'assassiner les ennemis et d'atteindre des objectifs éventuellement, ou au moins d'essayer d'éliminer un maximum de menaces avant que l'alarme ne se déclenche ou que voilà, les ennemis se rendent compte de notre arrivée parmi eux. Donc, pour le mode exploration, on a besoin de différents petits éléments. On a déjà besoin de ce panneau-là, qui connaît deux faces. Un pour une infiltration normale et une face pour l'infiltration difficile. Voilà. À part ça, il n'y a pas de changement. La difficile, l'alerte se déclenchera plus facilement. La normale, un peu moins facilement, justement. Donc, on a besoin de ça. On va placer un cube au tout début de cette piste-là. C'est la piste de menace. La piste de menace va nous servir à plusieurs choses. Ça va permettre de pouvoir gérer les ennemis. Ici, c'est le niveau d'attention de nos adversaires. Au tout début, ils ne voient qu'à une case de distance. Voilà, tout ce qui est au-delà d'une case de distance autour de l'ennemi n'est pas considéré. Ils ne sont pas en alerte, ils sont tranquilles, ils font pas trop gaffe à ce qui se passe. Et derrière, on va avoir le nombre de cartes actions qu'ils vont tirer durant leur tour pour générer leur déplacement. Car là, les déplacements vont être scriptés par des cartes actions. Donc, on va avoir besoin des cartes actions. Chaque fois qu'on rentre en mode infiltration, on doit reprendre toutes les cartes, les remélanger et préparer donc cette pioche qui va nous servir.
Voilà, donc ce panneau va nous aider à savoir comment avance la menace, savoir où en sont, où le niveau d'alerte, le niveau de suspicion des ennemis, et le nombre de cartes d'action qu'ils vont piocher, qui vont donc générer pour eux des déplacements principalement. Voilà. Et ici, on a les différentes actions que vont pouvoir faire les héros en mode infiltration, parce qu'en mode infiltration, enfin, les actions vont être conditionnées aussi à ce petit choix-là. En gros, on va pouvoir se déplacer, on va pouvoir assassiner à distance, assassiner au corps à corps et planquer des cadavres. Voilà, on est limité à ça. On va voir sur le panneau les conséquences de ça. Donc une action de déplacement, bon là ça ne change pas. Le déplacement, on a vu les règles de déplacement déjà. On sait juste qu'une fois qu'on aura terminé son tour, eh bien l'action déplacement va nous obliger à utiliser un dé blanc, comme ça, pour voir de quelle manière les ennemis vont réagir à cette action-là. L'action d'assassinat à distance, donc on voit qu'il faut avoir une arme à distance, évidemment. Ça va nous coûter 5 points d'action. Et on a vu tout à l'heure, par rapport aux lignes de vue, qu'il faut que ce tir ne soit pas gêné. Pas bloqué évidemment, mais pas gêné non plus. Donc si l'ennemi est caché derrière un obstacle gênant, ça ne le fait pas. S'il est caché derrière un ennemi, ça ne le fait pas non plus. Voilà, il faut qu'on ait une ligne de vue claire dessus. Si c'est le cas, eh bien on utilise 5 points d'action et l'ennemi est tué. Dans ces cas-là, on prend l'ennemi, on l'enlève du plateau et à la place, on va placer un jeton cadavre. Et comme c'est à distance, la personne s'effondre au sol et ça va nous obliger aussi à placer un jeton bruit. Donc c'est l'autre face des cadavres, ce sont des jetons bruit. Donc voilà. Donc l'attaque à distance génère un cadavre, un jeton bruit et va aussi générer un dé blanc. L'assassinat au corps à corps coûte un peu moins cher, c'est 4 points d'action. Ça génère un cadavre, mais par contre, l'ennemi tombe au sol, mais on entraîne, voilà, on accompagne la chute de l'ennemi, donc ça ne fait pas de bruit. Pas de bruit. Mais ça demande quand même l'utilisation d'un dé blanc pour savoir ce qui va se passer. Et la dernière action, c'est planquer un cadavre. Donc, si on est adjacent ou sur la case d'un cadavre, on peut le prendre pour un point d'action, on peut le prendre et le déplacer d'une case, et le poser par exemple dans une case d'ombre pour cacher le cadavre, ou éventuellement dans une case de faille, type un puits, un fossé, je ne sais pas quoi. Et dans ces cas-là, le jeton cadavre est défaussé, on n'en parle plus, on ne le voit plus. Voilà, c'est sans doute la meilleure solution pour s'en débarrasser. Voilà, mais en tout cas, on a cette action-là. De la même manière, une action de déplacer le cadavre va générer un tirage de dés blancs. On a aussi un dé noir là-dessus, disponible pour ce type d'action aussi. C'est-à-dire que si ça sera marqué ici d'ailleurs, si on utilise 3 actions différentes, eh bien à la place des 3 dés blancs, on va piocher, enfin on va pas piocher, on va tirer pardon, un dé noir. Voilà. Et le dé noir, elle fait plus mal que les dés blancs. Qu'est-ce qu'on va sur un dé blanc? Eh bien on a des petites icônes en flèche comme ça et une icône spéciale. Les icônes de flèche, tout simplement. Par flèche, eh bien, ça fait avancer le niveau de menace. Voilà. Je fais par exemple un déplacement et je planque un cadavre, je lance mes 2 dés. Bon là je fais 0, mais imaginons que je fais 2 comme ça, et bien j'avance la menace de 2. Voilà. La phase spéciale, eh bien la phase spéciale, elle va avoir les objets lourds que le héros porte va avoir une conséquence supplémentaire. Voilà, donc la phase spéciale augmente d'autant la menace que le nombre d'équipements lourds que le héros possède. Et ça, évidemment, c'est cumulable. Si je fais 2 phases comme ça, et j'ai par exemple 2 jetons, enfin 2 objets lourds sur moi, une armure et une grosse épée à 2 mains, par exemple, eh bien, pouf pouf, ça va faire 2 et 2, 4 points de menace
en plus. Voilà. Et le dé noir, ben, il va générer plus de flèches. Et il a une phase spéciale qui, elle, est radicale. Ça met fin directement au mode d'infiltration. On est repéré, cache, et donc le mode d'infiltration s'arrête. Comment le mode d'infiltration peut s'arrêter par ailleurs? Eh bien, si le jeton de menace descend jusqu'en bas, et bien là, pouf, c'est l'alerte. Là, c'est terminé. Si aussi on n'a plus de cartes action, on a tout utilisé les cartes action, on a tout défaussé, donc on a un certain nombre de tours quand même, ou d'actions en tout cas, pour les monstres, sachant qu'ils peuvent en tirer plusieurs aussi. Ben, si on arrive au bout de ce paquet d'infiltration, et bien c'est pareil, c'est la fin de l'exploration, enfin de l'infiltration, et donc la fameuse face spéciale du dé noir. Le dé noir, donc, qu'on va lancer si on doit a priori lancer 3 dés blancs. Et bien à la place, on lance un dé noir. Voilà pour ça. Donc la mécanique, le moteur de l'infiltration est là. Hein, tout est expliqué, tout est là, tout est présent. Donc on peut... on va pouvoir regarder un cas concret sur la map, mais on a déjà quasiment tout ici, quoi, hein. Donc évidemment, quand on est en alerte, eh bien, automatiquement, on quitte le mode d'infiltration, on passe directement en mode de combat. Voilà. Et ça veut dire que les héros vont avoir une initiative de 0. Et oui, on est pris en flagrant délit, donc on est surpris, et les ennemis vont sans doute avoir une attaque gratuite sur nous, en tout cas un avantage sur nous pour pouvoir attaquer. Voilà, donc on a quand même globalement l'essentiel des informations sur ce petit panneau. Donc il faut les dés, il faut les cartes actions, les petits jetons bruit, les jetons cadavres. À partir du moment où on rentre en mode infiltration, puis aussi en mode combat, on se saisit de ces fiches descriptives des ennemis qu'on va avoir, qui vont être demandés. Donc. Et alors elles serviront un peu moins en mode infiltration. Quoique, des fois, il peut y avoir, mais j'en reparlerai, des indications qui vont modifier les règles d'infiltration. Voilà, des créatures qui vont être plus attentives, voilà, ou alors plus difficiles à tuer en infiltration. Voilà, donc il faut prendre aussi ces éléments-là. Donc je suis en mode infiltration. Voilà, cet ennemi-là, pour l'instant, ne me voit pas. Voilà. Si donc je fais un déplacement gratuit de 1, 2, 3, lui il ne me voit toujours pas, hein. Là il va me voir mais j'agis dessus et donc je peux faire une attaque qui va me coûter 4 points d'action, hein. Et dans ce cas là, hop, lui il meurt, on place un cadavre, pas de jeton de bruit puisque j'étais au corps à corps. Voilà. Donc les héros vont faire leurs actions, ils vont essayer de, par exemple, hop, déplacer le cadavre qui est juste à côté sur un endroit, bon, par exemple caché sous la table, hein, en gros, voilà, sur un endroit gênant. Et dans ce cas-là, là, il devient plus visible. On avait dit que en mode infiltration, les obstacles gênants deviennent un peu comme des obstacles bloquants. Voilà. Donc voilà, les héros vont pouvoir faire leurs différentes actions comme ça. À la fin, on tire les dés, on voit ce que ça donne, on voit ce qu'on rajoute en termes de points de menace, et donc les héros vont pouvoir enchaîner leur tour. Il y a une subtilité très importante et très intéressante dans ce mode de jeu aussi, c'est que un héros peut choisir de suspendre son tour pour intervenir plus tard, par exemple à la suite d'un déplacement d'un ennemi ou après le déplacement d'un copain. Donc on peut retarder son action. Dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ici, on a un coup pour ça. Vous voyez, on a le sablier ici. Donc, pour 2 points d'action, bon, ça dépend des races, ça dépend des espèces, enfin, des peuples, pardon. Les sulks, par exemple, eux, ça lui coûte 2 points d'action. Imagine, il démarre son tour et il décide tout de suite d'attendre. Donc, il va prendre 2 points d'action. Et dans ce cas-là, on retourne son petit jeton. Voilà. Et on met un petit jeton de sablier dessus.
pour dire que, eh bien voilà, il est pour l'instant en attente. On voit que faire ça nous fait perdre aussi notre mouvement gratuit. Donc il faut peut-être mieux le faire avant, si possible. Voilà, on peut très bien faire notre mouvement gratuit, se mettre en attente, et puis voir ce que ça donne. Peut-être attendre que justement un garde s'approche. Et à tout moment, on peut interrompre le tour d'un ennemi ou d'un héros pour reprendre son tour. Il faut juste pas que ça soit pendant le tirage d'un dé, d'un truc comme ça. Ça c'est déjà trop tard. Mais un déplacement, pof, d'un ennemi, on peut dire hop, stop, j'arrête. Pof, 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 je fais mon action, il est dans ma ligne de tir par exemple, et puis pouf, je l'attaque parce que je suis à côté de lui ou je ne sais quoi. Enfin bon, bref, on reprend notre tour. Et une fois qu'on a fini notre tour, et bien voilà, on arrive au bout, on rechange ça. Et puis bah, on lance les dés nécessaires pour savoir combien de petites flèches on ajoute à la piste de menace. Donc voilà, une option très intéressante, c'est cette option-là, c'est de pouvoir se mettre en attente pour pouvoir soit bah, voilà, attendre que les ennemis passent ou parce qu'on a un copain qui ne peut pas aller dans un endroit et donc il faut tuer quelqu'un avant qu'il se déplace. Enfin voilà, ça va permettre un peu de flexibilité dans les actions. Ça s'appelle donc la mise en attente. Donc les héros, voilà un peu leurs options. Ils peuvent en effet, alors ils vont jouer les uns après les autres, mais on peut se mettre en attente et même attendre que ce soit le tour des ennemis pour agir. Hein, on peut donc agir pendant le tour des ennemis, c'est quand même très intéressant. Et puis ben, on a ces fameux dés qui sont générés avec ces menaces. Voilà. Après, on va avoir le tour des ennemis, et là c'est encore une autre chose qu'on va voir tout de suite. Quand les ennemis doivent jouer, parce que les héros ont terminé leur tour, ou qu'on a un de nos héros qui est en attente, qui préfère agir une fois que les ennemis se sont déplacés, ou ont commencé à se déplacer, eh bien on va regarder notre plateau menace qui est juste là, et en fonction de la position de notre jeton menace, eh bien on sait où voient les ennemis et on sait combien de cartes actions on va piocher. Donc on va piocher là 2 cartes actions par exemple. Hop. Alors on va imaginer qu'on a 2 ennemis, hein, voilà, et on va avoir besoin d'un jeton de déplacement comme ça, et puis d'un bleu peut-être, je ne sais pas, qu'on va placer ici. Voilà. Et donc on en pioche 2. On va en révéler une et l'autre reste face cachée dans un premier temps. Hop. Et on va déjà donc appliquer le haut de la carte avant de faire le reste. Donc on a généralement 2 parties, une première partie et une deuxième partie, voilà, qui est séparée par une ligne. Donc là, ça indique que les 2 ennemis les plus proches du jeton jaune se déplacent de 2 cases vers le jeton jaune. Voilà, se déplacent de 2 cases. Voilà. Donc, bon, imaginons que ça soit plutôt le jeton bleu, hein, le jeton bleu. Eh bien, les 2 ennemis les plus proches, et donc ça, ce serait ces deux-là, vont aller sur le jeton bleu en se déplaçant de 2 cases. Donc lui, il peut, hein, il fait 1 et il arrive dessus. Et lui, bah, il va se rapprocher le plus rapidement possible en évitant de... Enfin, il passe pas sur les cases obstacles, les cases obstacles gênants. Évidemment, il ne traverse pas les cases obstacles bloquants. Et s'il doit avoir des cases d'eau, des cases de faille, eh bien, voilà, il va éventuellement sauter par-dessus si c'est le chemin le plus simple. En fait, il faut calculer le nombre de cases qu'il a pour se déplacer. Et en fonction, il va essayer d'aller vers le chemin le plus simple, le plus efficace pour lui. En l'occurrence, là, il va faire 1, 2. Il se rapproche de 2 cases dans cette direction-là. Voilà. Et on aura fait cette action-là. Hein. On est d'accord, c'est comme si... Ou alors je le remplace, je vais remplacer le bleu par un jaune, ce sera plus clair. Voilà. Toc. Puis on applique la deuxième partie de notre carte. Et là, ça nous dit si un ennemi est sur une case d'invocation jaune, ce qui est le cas, on applique ça. L'ennemi va se déplacer de 4 cases. Donc là, ça nous indique dans quelle direction il va se déplacer par rapport au nord. Donc le nord, c'est toujours le haut de la carte, généralement, en fonction notamment du livret d'exploration. Et là, on voit qu'il va partir en diagonale de ce côté-là. Alors imaginons que ça soit plutôt dans l'autre sens. Donc là, lui, tout seul, hein, c'est que lui, il va se déplacer de 4 cases. 1, 2, 3, il va s'arrêter sur un mur. Et après, on va placer un jeton de vigilance
Donc en direction de cette... alors je pense que c'est cette direction-là, je dis pas de bêtises. Ouais, c'est vers l'ouest, par là. Donc là, il va aller jusque là, et après il fait chouc, il se tourne par là, et là on place un jeton de vigilance, si on peut le placer, en face de lui. Alors pour placer un jeton de vigilance, il ne faut pas qu'il soit face à un mur, donc là ça ne marcherait pas. Mais par exemple, il est là, il place un jeton de vigilance ici, devant, face à lui, et à partir de ce moment-là, il se met en fait en vigilance là. Donc avant, il a sa vision habituelle, une case, et puis à partir du moment où il se met en vigilance, eh bien sur 3 cases de distance, il va voir tout ce qu'il y a dans cette direction-là, sauf les cases d'ombre, bien entendu, et il ne voit pas à travers les obstacles, hein, donc il va pas voir à travers le mur. Donc en gros, il va voir... alors là, il sera adjacent, donc là, il verrait... bon là, on va enlever le cadavre, hein, mais il voit ici, parce que là, c'est juste gênant, ça ne bloque pas les lignes de vue, hein, il voit... oups, là. Il voit ici, parce qu'en plus il est adjacent à la case, il voit là, il voit là, il voit là, il voit là. Voilà. Il va voir ces cases-là. Et tant que ce jeton est en place, c'est la seule vision qu'il a. Il n'a plus la même vision que les autres, où c'est à 360 degrés. Il ne voit vraiment que dans la direction de son jeton vigilance. Si un autre ennemi arrive dessus, ce jeton vigilance est défaussé, hein, ça casse sa vision. Et de la même manière, je disais, s'il ne peut pas placer son jeton de vision parce qu'il est face à un mur, et ben il regarde le mur, voilà, je ne sais pas ce qu'il fait, peut-être qu'il pisse dans un coin, on ne sait pas, en tout cas il n'est pas en train de surveiller. Voilà, et une fois qu'on a appliqué le deuxième effet de la carte, s'il y en a un, hein, eh bien on peut retourner le deuxième et appliquer ce qui est inscrit ici. Donc là c'est une carte spéciale, ça nous indique que les deux ennemis les plus proches d'une sortie avancent de 2 cases dans cette direction-là. Voilà. Mais là, il n'y a pas de deuxième phase avec l'action de vigilance. Voilà. Donc ça, c'est le tour des ennemis. Alors évidemment, dès qu'ils arrivent en ligne de vue d'un ennemi, l'alerte va se déclencher, sauf si un héros est en position et s'est mis en attente, en position pour faire un kill direct. Hein. Mais pour ça, il faut qu'il soit à distance et à la bonne portée. Il ne peut pas se déplacer et tirer, là c'est trop tard, l'alerte est donnée. Donc, il faut qu'il puisse déclencher son tir d'assassinat direct avant que l'ennemi le repère. Et de la même manière, si quelqu'un est dans l'ombre par exemple, il arrive juste à côté dans l'ombre, paf, là il est en attente, boum, il peut lui faire son assassinat direct et tuer le garde à ce moment-là. Donc à chaque déplacement du garde, on regarde sa vigilance, son regard, sa zone de regard va s'agrandir évidemment. Donc dès qu'il voit un adversaire, dès qu'il voit un de nos héros, et ben paf, ça déclenche l'alerte, sauf si donc on arrive à le tuer. C'est pas si évident que ça, je pense, de rester en mode infiltration. Il va falloir bien gérer l'action et se coordonner avec les héros. Et parce qu'on peut difficilement prévoir, en tout cas pas complètement, les actions des ennemis, sinon qu'on sait que généralement ils vont de jetons d'invocation en jetons d'invocation, et de temps en temps, rarement, ils vont faire des actions un petit peu différentes, comme par exemple là, s'approcher d'une sortie, ou aller repérer les jetons bruit, parce qu'ils commencent à s'inquiéter de l'absence de leurs copains qui ont été tués par exemple, ou voilà, d'autres positions. Ils vont chercher, plus il y a de jetons de cadavres, et plus ils vont faire de mouvements, enfin voilà, il y a des petites subtilités dans les cartes actions, mais principalement ils vont aller de spawn en spawn. Voilà, donc c'est à nous de gérer au mieux ces mouvements, de les anticiper et puis de rester le plus possible planqué, quoi. Donc planqué derrière des obstacles ou des cases comme ça, puisqu'on avait dit que on pouvait s'accroupir sans doute derrière des zones, des obstacles dits gênants. Voilà, que dire de plus sur le mode infiltration. Des cartes indiquent pour les armes parfois si on peut utiliser pour justement faire de l'assassinat à distance. Donc cette arme-là, pas de souci, hein, ça nous donne l'autorisation. Parfois certaines armes vont être barrées pour nous dire dans cette arme-là, même si elle est une arme à distance, elle ne peut pas être utilisée pour faire de l'assassinat, pour X raisons. Voilà.
Certaines cartes vont donner des bonus aussi, vont dire bah, ça coûtera moins d'actions. Voilà. Donc là, à chaque fois, il faudra vérifier l'arme qu'on utilise pour cette action d'assassinat. Et pareil, de la même manière, les ennemis, parfois, certains ennemis vont être plus protégés que d'autres à ces actions d'assassinat. Ils vont nous dire par exemple, ah non, lui, tu peux pas l'assassiner. Ça sera marqué sur son carton d'ennemi. Ou lui, tu peux l'assassiner, mais ça va te coûter plus cher en points d'action, etc. etc. Ou alors, certains ennemis vont aussi voir plus loin. Ils vont avoir une vision, ils vont être plus attentifs, et vont avoir une portée de regard plus importante, donc ils vont être plus difficilement bernables quoi, lors d'une phase d'infiltration. Voilà, donc évidemment le jeton de cadavre, si il rentre en vue d'un ennemi, et bien paf, c'est pareil, la phase d'infiltration s'arrête immédiatement. Hein. L'alerte est donnée, un cadavre est présent, et donc il faut soit couper l'action de l'ennemi tout de suite en l'assassinant, ou sinon lui il crie alerte et c'est terminé. Voilà. Bon, c'est plutôt sympa en tout cas, ça donne envie ce mode infiltration. Voir un peu ce que ça donne concrètement et voir comment on peut réussir à s'en sortir. Donc comme je disais, une fois que l'infiltration se termine par un échec notamment, hein, comme je disais tout à l'heure, lors du premier tour de jeu, les héros vont commencer avec 0 en initiative, donc ils vont être un peu surpris. Les héros peuvent aussi décider à tout moment de mettre fin à leur phase d'activation. Pour ça, ça doit se faire pendant la phase des héros, évidemment, et dans ces cas-là, on range tout, on récupère tous les points d'action et on va démarrer un round de combat classique, donc on passe en mode combat. Et voilà, et donc on va faire avec les figurines qui sont encore là. Donc ça peut être un choix des héros aussi, si on sent que c'est trop galère et qu'il vaut mieux en fait prendre l'initiative de déclencher le combat plutôt que de se faire repérer et se retrouver avec une initiative faible et subir les premières attaques des ennemis. Alors pour le mode combat, il faut évidemment prendre un matériel spécifique, notamment cette réglette d'initiative qui va permettre de savoir qui va jouer dans quel ordre. Donc on a besoin de cette réglette. On a besoin de petits jetons ici qui correspondent à nos héros. Voilà. D'ailleurs, on va avoir besoin pour marquer l'initiative ou pour signifier leur position s'ils tombent au sol, s'ils sont inconscients au sol. Voilà. Et puis il faut prendre évidemment ceux aussi des ennemis. Par ailleurs, on a encore besoin, bien sûr, encore plus de nos fiches d'ennemis. Et il faut prendre aussi ces jetons-là, qui sont ce qu'on appelle des jetons d'amélioration. Voilà, qui vont servir au mode combat pour agrémenter les ennemis de capacités diverses et variées. Une fois qu'on a ces éléments-là, plus évidemment la map, on a nos personnages avec nos armes, nos armures, on est prêt à jouer. Évidemment, il faut récupérer tous les dés qui correspondent aussi au combat. Donc on a des dés rouges pour les attaques, ou des dés jaunes qu'on appelle des dés de puissance, il me semble, et des dés bleus de défense, et on a aussi des dés noirs qui sont des dés d'esquive. Voilà, donc il faut récupérer tous ces dés-là pour pouvoir commencer la phase de combat. Le mode combat se passe en différents rounds de jeu. Et chaque round se découpe en 3 phases. Nous avons la phase d'initiative, la phase d'amélioration des ennemis et la phase d'action. Donc phase d'initiative, il suffit simplement de mettre les jetons en place sur la piste d'initiative en fonction du niveau d'initiative des ennemis et des héros. Par exemple, là ils sont prédéfinis pour ces héros-là, pour ces ennemis-là. Donc on a l'archer qui est à 3 d'initiative, donc on va le placer devant le 3. Nous avons un fantassin qui a 5 d'initiative. Donc là, on va prendre son jeton et on va le mettre sur 5. Et puis après, on va regarder nos héros. Donc le Sulk, lui, il a 4 d'initiative. Donc on va le mettre de ce côté-là. Hop. Et on va dire que le Yokai, je crois que c'est ça le nom, eh bien, il va être à 5 d'initiative. Hein, c'est pour les besoins de l'explication. Et donc, on le place ici. Voilà. Donc, à partir de là, on a en fait une interaction sur la piste d'initiative. Les héros peuvent choisir 2 choses. Déjà, s'ils sont à la même vitesse que l'ennemi, ils peuvent choisir soit de passer avant, soit de passer après, en fonction de ce qui les arrange.
Voilà, on imagine par exemple que là il décide d'aller taper avant que l'autre y tape. Voilà. Et on a le choix aussi de dépenser des points d'action, temporairement, hein, pour augmenter le niveau d'initiative. Par exemple, le Sulk veut absolument jouer avant l'ennemi ici qui a des épées. Eh bien, il va dépenser un point d'action. Hop. Sachant qu'en début de round, évidemment, on récupère tous nos points d'action. Et ça lui permet de monter momentanément son initiative d'un cran. Et il décide, comme il a égalité, de jouer avant l'ennemi. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire durant la phase d'amélioration, enfin la phase d'initiative plutôt. Hein. Et donc après, on va récupérer notre score initial lors d'un round suivant. Voilà. Par ailleurs, on a une deuxième phase, c'est la phase d'amélioration des ennemis. Et donc là, c'est là où interviennent ces petits jetons. Donc oui, on les aura préalablement mélangés. Et donc, en début de tour, hein, chaque fois, avant la phase d'action, on va leur assigner une petite tuile qui va leur donner un bonus, ou rien. Parfois, on a des tuiles vides. Un bonus qui va s'appliquer donc pour leur personnage. Par exemple, l'archer, là, il se retrouve avec la possibilité de faire 3 déplacements supplémentaires, 4 et 3, 7. Donc ça va être intéressant pour lui, peut-être, dans certaines situations. On verra. Voilà. On peut avoir des bonus qui vont booster la défense. Là, il gagne un dé d'esquive. On peut avoir tout un tas de choses. Un dé de défense avec un dé bleu. On peut aussi activer le pouvoir spécial de l'ennemi, qui est indiqué sur sa fiche. Par exemple, là, le pouvoir spécial, c'est qu'il gagne un dé rouge supplémentaire lors de son attaque. Et voilà, et donc ça va apporter un petit peu de variation dans les ennemis et un peu d'aléatoire et un peu d'imprévisibilité. Voilà, on va garder pour l'instant ces jetons là. Voilà, ça c'est vraiment la partie qu'on appelle amélioration des ennemis, et après on attaque la phase d'action bien sûr. On arrive donc à la phase d'action où les figurines vont s'activer dans l'ordre d'initiative les uns après les autres. On va d'abord commencer par les héros pour voir un peu comment ils fonctionnent. Mais évidemment, les ennemis peuvent très bien jouer avant eux. Alors, première chose qui est important, on va différencier le combat au corps à corps et le combat à distance. Donc, on va imaginer que le Sulk, lui, il va se battre au corps à corps avec sa hache, par exemple. Hein, voilà. Et le yokai, je crois que c'est ça son nom, j'ai un petit doute. Lui, il va avoir une arme à distance. Hein. Bon. Voilà. Donc, première chose, quand le héros commence adjacent à une figurine, on dit que le héros et la figurine aussi sont engagés. Voilà, ils sont engagés en combat. Ça va avoir une influence. Commençons par les héros. Le héros, puisqu'il est engagé, il va perdre son action de déplacement gratuite. Donc le Sulk, là, il n'a pas son action de déplacement, qui est une action de déplacement de 3 gratuitement, en tout cas à la base, à la création du personnage. Voilà. Il ne va pas pouvoir bénéficier. S'il veut se déplacer avant que la créature ne meure, il va devoir utiliser des points d'action pour se déplacer. Voilà. Première conséquence déjà de cette situation. Par la suite, si le héros... Après, on va appliquer aussi des bonus potentiels. Si le héros est adjacent à un ennemi et qu'il a un allié avec lui, lors de son attaque, il va rajouter une touche supplémentaire. Si on a 2 alliés qui sont adjacents à la cible, on rajoutera 2 touches. Donc plus on est nombreux et plus on va faire des dégâts, voilà, sur l'adversaire. Ça, on appelle ça le bonus de surnombre. Voilà, ça c'était quelques généralités au niveau du combat au corps à corps, spécifiquement. Voilà. Sinon, eh bien écoutez, le reste, ça va couler de source, je pense. D'abord, on va rassembler les dés d'attaque du héros. Donc, on regarde par rapport à sa fiche d'armes. Pardon. Donc, on voit là qu'il va devoir dépenser 4 points d'action pour lancer 2 dés rouges. Il va pouvoir appliquer éventuellement des bonus qui peuvent lui venir soit de ses points d'aura qu'il va dépenser,
Voilà, ça sera écrit sur sa fiche de peuple. Ou peut-être des objets particuliers, des consommables par exemple, ou alors ici, si il a les compétences nécessaires pour débloquer des bonus en plus. Voilà, on voit par exemple que là, s'il a un niveau de 2 de connaissance, bon, ce qui n'est pas le cas du Sulk pour le coup, c'est pas l'arme qui est la plus adaptée, mais enfin peu importe, on imagine qu'il l'a, et bien il va gagner la possibilité d'annuler des esquives avec ses faces spéciales de dés rouges. Voilà. Donc il va accumuler les dés qu'il a lancés. En face de lui, sa cible, on va regarder sa défense. Donc lui en défense, il va avoir un dé noir d'esquive, potentiellement peut-être des trucs en plus s'il a un jeton qui correspond. On rassemble les dés et puis on fait le tirage. Alors, petite physionomie des dés rapidement. Les dés rouges, ils ont une face avec une touche, deux faces avec une touche, deux faces avec deux touches, deux faces avec une face spéciale. Donc c'est des dés où il n'y a pas de blanc. Ça c'est intéressant. Donc à partir du moment où on peut avoir une capacité spéciale déclenchée, on va automatiquement marquer, faire des choses avec ce dé-là. On a le dé de puissance qui est le cran au-dessus de l'attaque. Hein. Bon, par contre, qui a une face blanche. Hein. Mais on va avoir on va avoir des faces à 3 et des faces et une face à 2. En fait, on a une face à 1, une face à 2, deux faces à 3, une face spéciale et une face vierge. Les esquives, on a une face vierge, deux même faces vierges, trois même, waouh, trois faces vierges sur le dé noir. En revanche, ici, on va avoir un effet spécial qu'on peut déclencher aussi, un double bouclier, donc il va annuler 2 attaques, 2 dégâts, et la croix rouge qu'on recherche absolument, puisque ça permet d'esquiver totalement l'attaque. Donc si on arrive à accumuler 2 dés de protection, enfin d'esquive, on a de bonnes chances, on a une chance intéressante de placer une croix rouge, et dans ce cas-là, on annule et les dégâts et les effets provoqués par l'adversaire. Donc revenons à notre exemple ici, on a le dé rouge, un autre dé rouge, imaginons qu'il a réussi à débloquer la face qui lui permet d'annuler un dé d'esquivation, pas d'esquivation, ça ne se dit pas. Et en face, on va avoir le dé noir d'esquive de l'ennemi. Donc après, on balance les dés. Hop, et on voit ce que ça donne. Et ben voilà un beau cas d'école. Puisque là, on a 2 dés rouges, mais on a la croix. Donc c'est-à-dire que l'attaque va être annulée. Mais, comme j'ai débloqué avec ma hache l'effet de cette face, eh bien, j'annule un dé d'esquive. Donc je provoque 2 dégâts à l'adversaire, puisque en face, il a 0 bouclier. Évidemment, si j'avais un bouclier ici en plus, ben là je ferai 2 moins 1, un seul point de dégâts, et je vais signifier cette prise de dégâts par un petit jeton que je place près de la figurine. Donc je vous rappelle que s'il avait été adjacent en plus avec un allié, il aurait pris une touche supplémentaire. Voilà pour l'attaque des héros, au moins au corps à corps. Pour l'attaque à distance des héros maintenant, eh bien, évidemment il faut avoir une arme à distance, donc il faut le petit symbole de la cible dessus. Établir une ligne de vue sur l'adversaire, ligne de vue qui peut être complète ou partielle. Si elle est partielle, c'est par exemple que ça va toucher, frôler un obstacle gênant, par exemple, ou parce que la cible va être cachée derrière un adversaire, ce genre de choses. Eh bien, on va appliquer un malus, ou plutôt un bonus de défense à l'adversaire qui va récupérer un dé noir d'esquive. Voilà. Donc une fois qu'on a établi cette ligne de vue, peu importe la distance, il n'y a pas de notion de distance, en tout cas la plupart du temps, il n'y a pas de notion de distance, sauf si c'est spécifié sur une carte. Mais là, je ne pense pas que ça concerne les héros. À partir du moment où on a notre ligne de vue, la distance peut être la plus longue possible, ça fonctionnera, on appliquera les dés de l'attaque. Donc pareil, en fonction de l'arme, on va avoir une attaque particulière. Alors, prenons donc une attaque à distance. Voilà, cette très belle arme là, cet arc. Donc ici, on a le passif de l'arme. Donc là, il n'y a pas besoin d'utiliser de point d'action pour activer. C'est-à-dire qu'une face rouge spéciale fera un dégât. Donc imaginons qu'il utilise la première ressource.
la première capacité, il utilise 4 points d'action, il lance 2 dés rouges. On voit qu'il va annuler un dé bleu. Peut-être... alors, là, je ne sais pas si c'est un dé bleu ou tous les dés bleus. Bon, ce sera vérifié avec l'iconographie. Et en face, pareil, on applique la défense de l'adversaire. Donc, par exemple, si c'est celui-là, il a ces 2 dés bleus. Et puis, imaginons qu'il soit caché derrière un obstacle. Eh bien, il va avoir un dé noir de défense, d'esquive supplémentaire. Donc, il va lancer, par exemple, 2 dés bleus et un dé noir. Et en face, on va avoir 2 dés rouges. Et puis si on fait une phase spéciale, on fait un dégât supplémentaire. Et hop, on lance ça. Et on voit ce que ça donne. Donc là, j'ai 2 d'attaque. Plus ma phase spéciale, ça fait 1 en plus. Ça fait donc 3. Et en face, on a 1 de défense. Il n'a rien de spécial avec son dé, sa face là d'esquive. Donc il fait une défense. Donc là, ça fait 3 dégâts, moins 1. Il prend 2 dégâts. J'en profite pour faire un petit rappel donc, des différents malus que peut avoir l'attaque à distance. Donc on a parlé de la première qui était que si on attaque quelqu'un qui est caché derrière un obstacle ou si la ligne de vue frôle un mur comme ça avec des pointillés, eh bien on donne à l'adversaire un dé noir. Si aussi l'adversaire, la cible, est en contact avec un de nos alliés, on lui donne aussi un dé d'esquive supplémentaire. On imagine que dans la mêlée du combat, c'est plus compliqué à viser. Et donc on l'a dit aussi, si on vise ce type-là derrière et que notre tir traverse une figurine ennemie, eh bien celle-là aussi bénéficiera de son dé d'esquive. En revanche, on ne peut donner qu'un seul dé d'esquive. Si on cumule les différentes situations, on pourra donner qu'un seul dé et non pas plusieurs à l'adversaire. Et dernière chose, si on utilise une attaque de distance sur un adversaire qui est au corps à corps, voilà, là aussi, on lui donnera un dé d'esquive supplémentaire pour cette attaque. Voilà, c'est moins facile de tirer à distance sur un adversaire qui est juste à côté de nous. Ça, on peut éventuellement le comprendre. Tant qu'on est dans les attaques à distance, évidemment, on va parler aussi des consommables, des flèches. Donc, ces petits objets qu'on va pouvoir crafter lors de l'exploration. Hop. Donc, pour rappel, on peut avoir des flèches vertes, donc ils vont être stockées ici, des flèches rouges, des flèches jaunes. Les flèches vertes, alors il faut évidemment les consommer avant le lancer de dés, vont éviter un dé d'esquive à l'adversaire. Les flèches rouges vont permettre d'avoir un coût moindre à l'action. Voilà, donc par exemple l'arc qui valait 4 points d'action pour tirer, avec une flèche rouge, il va en tirer, il va dépenser que 3 points d'action. Et la flèche jaune, il va donner carrément un dé de puissance là, supplémentaire à l'attaque. Voilà pour les consommables. Donc là, on a vu tout ce qui correspondait à l'attaque à distance pour les héros. Voyons maintenant le comportement des ennemis. Donc on va se servir évidemment de ces fiches-là. On y voit donc le blason de l'ennemi, on y voit son attaque, sa défense, ses caractéristiques d'initiative, de déplacement, ses points de vie, et le résultat des phases spéciales. Donc la phase spéciale rouge, voilà, là ça annule un dé noir et un dé bleu, et la phase spéciale du point d'action, enfin du jeton d'amélioration, voilà, qui permet d'ajouter un dé rouge à son attaque par exemple. Voilà. Alors le comportement des ennemis, eh bien on va avoir 2 types d'ennemis. En gros on a un ennemi classique et on peut avoir des ennemis qui vont avoir un comportement plus pervers quelque part, où ils vont s'acharner plutôt sur les ennemis qui sont déjà en position de faiblesse quelque part. Donc voyons déjà un ennemi normal, classique, quel est son comportement. Alors voyons par exemple cet ennemi là. Donc là il a 2 adversaires à portée de main. Et donc on regarde justement
quelle est sa position? Est-ce qu'il est engagé avec un héros? Non, c'est pas le cas. Donc, est-ce qu'il y a des héros qui ne sont pas engagés? C'est le cas, il n'y en a pas. Et dans ce cas-là, il va se déplacer vers le héros non engagé le plus proche. Donc là, c'est 1, 2 ou 1, 2, 3. Donc il va choisir d'aller sur le sulk. Toc, toc, toc. Et ça y est, maintenant, il est engagé. Il va pouvoir appliquer son attaque. Donc, lui, c'est des dés rouges. Hein. Sachant que lui, on voit qu'il a 2 dés rouges et qu'il fait en plus un coup gratuit. Hein. Donc il fait 2 dés rouges plus 1, quelque part. Voilà. Donc on prend ces dés. Et en face, on va collectionner les dés de défense de notre sulk. Alors, je lui ai donné une armure, histoire de le rendre un petit peu plus solide. Donc cette armure-là, on peut voir un peu à quoi ça correspond, la carte. Alors, en défense de base, on voit que pour 0 point d'action, il a le droit à un dé bleu. Donc hop, mettons-lui un dé bleu. L'armure lui permet d'avoir un autre dé bleu. Et ça, c'est un dé contre les attaques magiques. Donc là, ça ne va pas être concerné. Donc il a 2 dés rouges. Imaginons qu'il a aussi la capacité ici, qui dépense 2 points d'action. Il a le droit d'ajouter un dé d'esquive. Hop, voilà. Et donc, ça va être constitué la défense de notre héros. Sachant que sur l'armure, on va avoir 2 indications supplémentaires, généralement. Elles ne sont pas toujours présentes, mais voilà, même 3. Ici, on voit que c'est un objet lourd, donc ça va compter dans les objets lourds, et donc ça va influer notamment sur les tests d'infiltration, ou sur les capacités de portage du héros. Ouais, on peut apporter un certain nombre d'objets lourds, rappelez-vous. Ici, ça indique que l'armure, si le héros tombe au sol, tombe à 0 point de vie, il perd son armure. L'armure est défaussée et bénéficie pas d'effets particuliers. Et ici, on a un choix. On peut choisir de défausser l'armure pour éviter de prendre des dégâts. Ça fait l'équivalent d'une esquive. Voilà. Donc on se débarrasse de l'armure, on prend un gros coup, on va prendre 7 points de dégâts, c'est n'importe quoi. Alors on peut décider de sacrifier l'armure pour gagner une esquive complète. Donc on rassemble les dés, on fait l'attaque de l'ennemi et on voit ce que ça donne. Donc là, lui, il fait 1. On sait qu'il a plus 1, hein, l'ennemi, donc on va le mettre tout de suite plus 1 ici. Il a une phase spéciale rouge qui annule un des noirs. Donc malheureusement, l'esquive va pas fonctionner. Et un des bleus. Voilà, donc là ça casse complètement la défense de notre héros, donc il va prendre 2 dégâts. Les dégâts, tant qu'on y est, on en avait déjà un peu abordé mais on va en reparler maintenant. Il y a plusieurs types de dégâts. Les premières touches, là c'est celle qu'on a vues avec les impacts, et bien ça va passer en dégâts, on va appeler ça. Voilà. Mais ça peut aussi être des blessures. Donc si c'est des blessures, au lieu d'être mis là, c'est mis dans cette case-là. Et il y a un troisième type de dégâts qu'on appelle les chocs, et donc ils vont venir dans cette case-là. Voilà. Un personnage qui n'a plus de points de vie dans cette case-là, donc, tombe au sol, est inconscient. Et dans ces cas-là, on défausse sa figurine, on enlève son jeton initiative du plateau et on le met à la place de sa figurine. Donc il est là au sol, il va pouvoir peut-être être guéri s'il y a des copains sympas avec lui, ou simplement attendre la fin du combat pour pouvoir s'en sortir. Voilà. Pour guérir, eh bien, on a les potions, on en a parlé. Peut-être qu'il y a des sorts, ou peut-être qu'il y a des objets aussi, d'autres objets qui permettent de guérir, mais en gros, un point de guérison permet de récupérer une touche. Une blessure, en l'occurrence, elle va nécessiter 2 points de guérison. Donc 1 point, 2 points pour remonter jusque-là. Les chocs, quant à eux, ne peuvent pas être guéris lors du combat. Les chocs vont être récupérés entièrement à l'issue du combat. Heureusement, notre Sulk, lui, il est immunisé au choc, donc il ne peut pas prendre de dégâts de cette manière-là. Voilà. Donc là, il prend 2 dégâts, donc on prend ces 2-là qu'on descend en dessous, et puis, ma foi, le combat continue avec un autre ennemi, etc. Donc là, on voit que c'est un ennemi assez redoutable qui nous a attaqué. C'est la version balèze de ce héros-là. Voilà, il y a une version plus light, la numéro 2, qui est un peu plus, un peu moins violente. Voilà, les ennemis viennent en 2 versions, une version plus cool, une version plus difficile. Mais là, on est sur la version difficile.
On va voir d'autres comportements d'ennemis, tant qu'on y est, donc on va reprendre notre situation. Hein. Hop, là, cette fois-ci, l'ennemi est déjà là, et c'est à son tour de s'activer. Donc là, on sait que l'ennemi est engagé avec nous. Donc, eh ben, il attaque un héros adjacent, et s'ils sont plusieurs, il va attaquer un héros qui n'a pas encore été attaqué. Voilà. Donc là, c'est là où les ennemis ne s'acharnent pas sur les héros. Si un héros a été attaqué, je ne sais pas, il a pris une flèche, ou il a pris une flèche par celui-là, il a déjà été attaqué sur là, lui, il va attaquer le deuxième. Voilà. Et si il n'y a que des ennemis engagés, voilà, je ne sais pas, ils sont engagés tous les deux là, et bien évidemment ils se déplacent vers le héros engagé le plus proche. Voilà. Mais sa cible principale, ce sera d'abord un héros qui n'est pas engagé. C'est pour ça que les ennemis vont quand même plus ou moins se répartir sur les héros. Heureusement, parce qu'ils sont quand même assez redoutables. Hein. Donc là, quitte à choisir, on sait qu'il va choisir plutôt un héros non engagé. Voilà. Et après, s'il arrive ici, il va taper sur un héros qui n'a pas été tapé, s'il y a le choix. Sinon, si les deux ont déjà été tapés dans le tour, eh bien là, ce sera au choix des héros. Voilà pour le comportement, on va dire, du combattant au corps à corps ennemi. Après, certains ennemis vont avoir un comportement particulier, ce sera inscrit sur leur fiche d'ennemis, et dans ce cas-là, eux, ce sera un peu différent. Ils vont d'abord, s'ils sont engagés, ils vont d'abord choisir d'attaquer un héros engagé qui a déjà été attaqué, donc c'est le contraire, hein, ils vont eux s'acharner. Hein, voilà, par exemple, pouf, imaginons que lui, il a pris une attaque de celui-là, lui, il arrive là, ah, t'as déjà été attaqué? Allez, paf, je t'en mets une. Donc voilà, le comportement de l'ennemi va changer à ce moment-là. Mais ce sont des ennemis très spécifiques, ce sera inscrit sur leur fiche de héros, pas des héros du tout, des fiches d'ennemis. Et de la même manière, si il n'est pas engagé, il va choisir et attaquer un héros qui est déjà engagé. C'est le contraire, plutôt qu'aller sur quelqu'un qui n'est pas engagé, il va s'acharner, il va aller choisir un héros qui est déjà engagé pour pouvoir l'attaquer. Et dans toutes les situations, évidemment, si les ennemis sont hors de portée des héros, eh bien, il se rapproche le plus possible, voilà, du plus proche des héros. Toc, 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 il avance de son mouvement, qui est par exemple, là, il est de 5, hein, 4, 5, voilà, il n'est pas au corps à corps, il arrive jusque là, il s'approche le plus possible, bien entendu. Voilà pour les comportements des ennemis, que ce soit des ennemis classiques ou des ennemis, on va dire, au comportement plus agressif. Voilà. C'est une icône particulière, c'est une icône de héros qui est dessus, avec un symbole de chaîne. Mais vous le verrez aussi dans les règles, ce sera reprécisé. Voyons maintenant les attaques à distance, parce que là c'est un peu particulier. Attaque à distance pour les ennemis. Alors, deux possibilités. Imaginons que l'ennemi soit engagé. Voilà, on a été rejoindre l'archer et du coup, l'ennemi est engagé. Normalement, il est embêté dans cette position, complètement embêté. Et donc, cet ennemi-là ne peut pas bouger, sauf si il a pioché un jeton de ce type-là, donc d'amélioration, qui lui permet de faire 3 mouvements. Donc en gros, c'est comme s'il perdait son mouvement de base, mais qu'il lui reste son mouvement facultatif, donné par un jeton. Dans ces cas-là, eh bien, il va chercher évidemment à se déplacer pour se désengager et trouver la meilleure position pour avoir un tir concret, quoi. Alors il essaye de se déplacer, il essaie pas forcément de se déplacer le plus loin possible. Après ça peut être une option, si vous voulez corser le jeu, vous pouvez imaginer que il a ses 3 déplacements, il va vraiment faire 1, 2, 3, essayer de s'essoyer le plus loin possible, mais en essayant quand même d'avoir en priorité une ligne de vue claire pour avoir pour avoir aucun malus à son attaque. Voilà. S'il ne peut pas se déplacer parce que je sais pas, il est coincé dans un coin ou alors qu'il n'a pas le jeton en question, eh bien il reste adjacent, il ne peut pas bouger, hein, et donc il va avoir, il va donner le malus, il va avoir un malus et donc il va donner un dé d'esquive supplémentaire à notre héros, hein, puisqu'on avait dit qu'un tir à distance sur un ennemi adjacent, voilà, accorde un dé d'esquive à la cible.
Si il y a plusieurs adversaires de la même manière, hein, eh bien, s'il a pas de ligne valide, eh bien, il va se déplacer pour avoir une ligne valide. Et s'il a une ligne valide, eh bien, il va choisir un ennemi. En priorité, il va choisir un ennemi qui n'a pas été attaqué ce tour-là. Voilà. Donc, si par exemple, lui, il est là et qu'il a déjà subi une attaque, eh bien, il va se tourner vers lui et il va faire une attaque sur lui. Voilà. De certaines manières, ils sont assez sympas. En tout cas, ils n'ont pas l'esprit de s'acharner sur un ennemi. Voilà. Sauf de la même manière, si on a peut-être un ennemi qui va faire un focus plus violent, quoi. Voilà, l'ennemi spécial qui va s'acharner, évidemment pareil, il va plutôt taper en priorité sur un ennemi engagé que sur un ennemi non engagé. Voilà, c'est un peu la seule différence. Voilà, et sinon, s'il n'y a pas de ligne de vue valide, eh ben, ils vont essayer de se rapprocher au maximum de leur cible. Voilà, ça va être un peu ça l'idée. Donc, on a vu l'attaque à distance. On a vu comment se défendent les héros et comment éventuellement ils peuvent récupérer leur point de vie. On va quand même rapidement voir si le héros tombe à 0 de point de vie. Donc voilà, hop, lui il est tombé. On va mettre son jeton au sol ici. Ce héros, donc il ne peut plus agir, à moins qu'il récupère au moins un point de vie qui remonte. Voilà. Les alliés comme les ennemis peuvent passer sur cette case, voilà, on peut lui marcher dessus, c'est pas un problème. Et donc on peut lui donner une potion à lui, ou une potion à nous si on est adjacent, voire sur la case je pense. Voilà, et dans ces cas-là, hop, si j'arrive à lui redonner une vie, et bien hop, on remet la figurine adjacente. Voilà, et si on est adjacent à lui et qu'on lui donne la potion, et bien il remonte sur sa case évidemment. Voilà, donc à partir du moment où il regagne un point de vie, il revient et il réintègre la ligne d'initiative. Si le héros, son tour d'initiative, une fois qu'il est remonté, hop, il a récupéré un point de vie. Si son tour d'initiative est passé, eh bien, il ne jouera pas ce tour-là, il devra attendre le tour suivant. S'il peut encore jouer parce qu'il avait une initiative plutôt faible, eh bien, il pourra s'activer s'il est dans le bon ordre d'initiative. Tout à fait. Alors, dernier point très intéressant pour les héros, avant de passer à l'explication pour les ennemis. Les héros, comme en phase d'infiltration, peuvent aussi retarder leur action ou la mettre en pause de la même manière. Donc on dépense le score nécessaire en points d'action pour pouvoir se mettre en attente. On bascule notre jeton d'action, notre jeton pas d'action, mais notre marqueur de points d'action sur le sablier. Et on peut intervenir à tout moment, sauf quand une attaque est déjà en cours, avec des dés qui sont en train d'être lancés, etc. Mais on peut le faire à partir du moment où un ennemi, par exemple, se déplace. Il a fait un déplacement, hop, pouf, je l'attaque à distance, je reprends mon tour, en gros. Hein, et puis c'est reparti, je reprends mon tour. Ça n'annule pas pour autant, évidemment, l'action de l'ennemi, qui reprendra son tour s'il est encore vivant. Voilà. Et si éventuellement le héros s'est éloigné, eh bien, il pourra, dans son déplacement, changer de cible. Si la première cible n'est plus valide évidemment pour lui. Donc voilà, il s'adapte à la situation. Mais ça permet quand même à un héros potentiellement de se replier s'il voit qu'il est attaqué, ou au contraire d'aller attaquer l'ennemi et de l'empêcher d'aller sur quelqu'un d'autre pour le protéger par exemple. Donc on a aussi cette notion d'action retardée, voilà, de se mettre en pause et de repartir plus tard dans l'attaque. Voilà, ce qui est quand même très intéressant au niveau tactique, et ça va proposer des choix assez riches, je pense, aux héros lors des attaques. Dans cette vidéo-là, je ne vais pas aborder puisque c'est un peu comme une introduction aux règles, d'une certaine manière, je ne vais pas aborder les déplacements des grosses figurines, mais c'est relativement simple, vous le verrez. Voilà, c'est relativement simple. On choisit une des cases et on se dirige vers la case la plus proche, et en fait on ne se déplace pas l'ensemble des figurines, on se déplace vraiment de case en case et on replace la figurine en position en essayant de ne pas changer la position de la figurine. Vous verrez ça, bon, c'est pas très compliqué, mais je ne vais pas revenir là-dessus ici. De la même manière, certains ennemis vont avoir plusieurs lignes d'attaque, donc bon, c'est pas très compliqué, il faudra faire simplement les lignes d'attaque dans l'ordre
Hein. Imaginons qu'on ait un ennemi comme ça avec 2 lignes d'attaque comme ça. Voilà, il fera d'abord une attaque à distance. On fait toute l'attaque et après il appliquera sa deuxième attaque lors de son activation. Bon, ça semble aussi pareil, couler de source. Je ne reviens pas spécialement sur ça. Voilà. On va dire que quand vous aurez des ennemis un peu plus charpentés, ben vous prendrez le temps d'aller voir ce que ça donne, un peu plus dans le détail, mais ça ne change pas, de toute façon, la philosophie générale des règles de combat. Donc vous en savez déjà beaucoup. Hum, Peut-être qu'on va quand même voir les effets particuliers, qu'il s'agisse de repousser l'adversaire, qu'il s'agisse d'avoir des attaques à longue portée, parce que ça peut arriver aussi, certaines armes le font. Donc il y a un icône particulier pour repousser l'adversaire. Donc on voit une sorte de triangle avec un bonhomme qui tombe un peu en arrière. Donc si vous appliquez cet effet-là, eh bien vous pouvez le repousser. Voilà, donc c'est-à-dire qu'une fois l'attaque est faite, vous allez déplacer l'adversaire. Vous pouvez aussi l'attirer, ça dépend de la position de la flèche sur l'icône. Voilà. Donc pareil, vous appliquez l'effet tout simplement après la situation, après le combat, après les dégâts en fait. Et vous avez aussi des armes qui ont une attaque de longue portée, style des hallebards, des choses comme ça. Dans ce cas-là, pareil, vous aurez aussi un icône particulier. Je peux vous le montrer si vous voulez. Ce sera cette icône-là. Et donc, vous aurez une portée plus longue. Voilà. Vous pouvez l'utiliser au corps à corps, comme s'il était donc adjacent, ou éventuellement s'il était à 2 cases. Voilà. L'attaque peut passer aussi au travers d'un autre personnage sans créer de malus, mais pas au travers d'un obstacle bloquant, évidemment, pas un poteau, quoi. Voilà. Voilà, après, donc pareil, on peut y appliquer toute une série de bonus sur les attaques, mais ça c'est en fonction des armes. Donc vous verrez, vous regarderez le détail de chaque arme, on va pas revenir là-dessus non plus. On va juste maintenant se pencher sur la partie magie pour les attaques, voir s'il y a une différence particulière. Alors l'utilisation de la magie lors du mode exploration, eh bien on peut voir déjà en infiltration. En infiltration, lancer un sort ne déclenche pas de dés de menace. Ça c'est une première chose. Voilà, donc on peut le faire. Par contre, voilà, si c'est une attaque sur un ennemi et que l'ennemi n'est pas tué, eh bien voilà, ça casse évidemment le mode infiltration. Donc attention notamment au sort d'attaque. Mais ça peut être par exemple en revanche faire un sort qui va augmenter l'attaque d'un allié. Ça peut le faire. Voilà. Et en mode combat, bah écoutez, on peut lancer autant de sorts qu'on le souhaite, hein, tant qu'on a des points d'action. Hein. La différence majeure, c'est que généralement on a une portée. Voilà. Ça c'est l'icône portée. Alors, ça s'applique sur certaines armes. La plupart du temps il n'y en a pas besoin. Mais les sorts, là où une portée, par exemple télékinésie, on voit que c'est une portée de 3. Que ça coûte 4 points, d'action. Qu'on lance autant de dés qu'on a de compétences en magie. Donc si on a un sort de magie, enfin si on a un talent de magie, on lance un seul dé. Donc un dé par talent. Et en face, là on voit qu'on doit lancer 2 dés noirs de difficulté. Et après, ben, on voit ce que ça donne. Si l'ennemi a des boucliers magiques, eh bien ça les faces noires spéciales lui donnent une main. Et sinon, on voit après les effets du sort. Donc là, c'est s'il a 2 mains vertes, par 2 mains vertes, il peut attirer ou repousser l'adversaire. Donc c'est de la télékinésie, il peut le déplacer. Hein, on voit là l'icône, ce dont je vous parlais tout à l'heure, là, du petit bonhomme qui se déplace. Et sinon, par action verte, il fait 1 point de dégâts. Et on voit là les effets des mains rouges. Donc là, on ne peut pas faire un échec particulièrement. La seule condition d'échec qu'on peut avoir, c'est si on n'a pas assez de points d'action pour réaliser le sort.
Voilà. Donc méfiance quand même pour les mains rouges. Voilà comment ça se lance, un sort. En tout cas, un sort d'attaque, c'est comme ça. Et donc, certains sorts vont aider les alliés, par exemple, hein, ou les guérir, hein, une aura de soin, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, si c'est un effet qui perdure, eh bien, voilà, on paye le coup en mana, enfin, pas en point d'action, pardon. Et puis après, bah voilà, l'effet reste en jeu. Généralement, l'effet reste en jeu jusqu'à la fin du combat, ou si le mace, on va l'appeler comme ça, le mace, tombe. Hein, s'il tombe inconscient, là, les sorts qui étaient en place s'arrêtent instantanément. Voilà. Donc voilà pour un petit peu les spécificités magiques. C'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Après, il faut prendre le temps évidemment d'étudier ces sorts, de voir comment ça fonctionne, quel type de dés on lance et quels effets ils ont. Alors, on va pas non plus faire de revue là dans ces cas-là complète des sorts, mais généralement, voilà, la différence majeure, c'est qu'on va avoir une portée, surtout pour les sorts d'attaque. Et après, c'est comme un test de compétences. Donc il faut faire attention. On peut continuer à lancer des dés et essayer d'avoir le maximum de pouces verts, mais attention, en face, on va aussi accumuler les mains rouges. Donc voilà, ça peut rendre le sort plus puissant, mais aussi plus coûteux en point d'action. Et donc pour terminer ce tour général des règles, hein, évidemment une fois de plus on ne voit pas les cas particuliers, mais on voit vraiment l'ossature principale des règles. On va voir aussi la montée de niveau, puisque ça c'est un élément aussi important dans le jeu. Donc dès que les héros vont tomber sur cette icône là, celle-là, hop, ça veut dire que on a le droit de bénéficier d'un changement de niveau, d'une montée de niveau. Alors qu'est-ce qui va se passer concrètement? Eh bien, première chose, et le héros va choisir une de ses caractéristiques à augmenter. Donc par exemple, je ne sais pas, il veut augmenter sa force, le sulk, il va passer à 3 de force. Et après, il récupère sa carte peuple, il retourne sa carte peuple, et en fonction de son niveau de compétence, eh bien, il va gagner quelque chose. Par exemple, s'il monte à 3 de force, il va gagner un point de vie supplémentaire. Et là, il y a différents types d'icônes. On peut avoir l'icône du sac à dos, ça veut dire qu'on gagne de la capacité de portage. On a l'icône ici qui correspond à l'icône de compétence, mais augmentée, c'est-à-dire qu'on va augmenter, améliorer une de nos compétences. On peut gagner des points d'aura, on peut gagner des nouvelles compétences, on peut gagner des points de mouvement, on peut gagner des points d'initiative. Voilà, tout ça un peu en fonction de où on est et ce qu'on fait augmenter sur notre fiche. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a gagné notre bonus, notre point de compétence et notre bonus affilié, eh bien, la montée de niveau est terminée. On remet notre carte de peuple dans le sens des dépenses des points d'aura pour qu'on sache un peu ce qu'on gagne quand on utilise des points d'aura. Et puis, c'est tout. C'est reparti. On repart à l'aventure. Voilà, c'est ainsi que se clôture ce tour des règles. On a vu donc la phase d'exploration avec l'installation des composants, les lignes de vue, les déplacements, l'infiltration, le combat. Voilà, j'espère que ce sera suffisamment complet et pas trop brouillon pour que ça vous aide à y voir un peu plus clair. En tout cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous voyez justement des erreurs ou des choses à préciser. Voilà, l'espace commentaire est dédié à ça. C'est des échanges pour voilà, aider à la compréhension du jeu. Et j'espère qu'avec ça, vous allez pouvoir vous lancer dans cette aventure qui me semble assez prometteuse. Voilà, donc on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Sans doute, bien sûr, maintenant qu'on on a une vision plus concrète et plus claire des règles, on va pouvoir s'attaquer à une aventure, voilà. Peut-être un débarrage de campagne, on va voir. Dernière précision aussi, pour vous aider, il existe bien sûr le Discord officiel de Malia. Vous allez trouver notamment les questions, les facs, éventuellement quelques errata qui sont compilés là-bas, et pour l'instant par des membres, enfin des fans, quoi, des membres du Discord, mais il y aura sans doute une version officielle qui va voir le jour.
Donc voilà, il y a aussi tout un tas d'aides de jeu qui sont disponibles maintenant, créées par les fans aussi. Et il y a même une application, une web application pour pouvoir gérer les sauvegardes, voilà, la gestion un peu de campagne. Donc je vous invite évidemment à aller jeter un coup d'œil sur le Discord pour voilà, participer un peu à la communauté de Malia et échanger. Voilà. Pas de souci, vous aurez des aides. Si vous avez des questions, vous trouverez des aides là-bas sans aucun problème. Les auteurs d'ailleurs, ils sont très présents et répondent avec plaisir à toutes nos interrogations. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, cette fois-ci, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve très bientôt sur la chaîne. Allez, salut!